On dit souvent que l'argent ne fait pas le bonheur, mais dans le monde moderne, il est censé acheter la tranquillité. Pourtant, l'homme dont nous allons traverser l'existence aujourd'hui a prouvé le contraire. Pour lui, l'argent n'a jamais été une fin, ni même un moyen de sécurité. C'était un carburant. Une ressource volatile, dangereuse et magnifique, destinée à être brûlée pour maintenir la flamme d'une vie vécue à 100 à l'heure, sans ceinture de sécurité, sans filet, et surtout, sans rétroviseur. Imaginez un instant. Fermez les yeux et visualisez cette scène. Vous êtes l'une des figures les plus familières de la culture française. Vous êtes la star d'une série culte qui a duré plus de 10 ans, entrant chaque semaine dans le salon de millions de foyers. Vous êtes un acteur respecté, primé au César, une voix de crooner que tout le pays reconnaît dès la première note. Vous avez serré la main des plus grands, partagé l'écran avec Lino Ventura, Brigitte Bardot, Philippe Noiret. Vous avez conduit les plus belles voitures, monté les chevaux les plus racés, aimé les femmes les plus élégantes. Et pourtant, au moment de tirer votre révérence, au crépuscule de votre vie, votre compte en banque est vide. Pas seulement modeste. Vide. Pire, il est à découvert. Il ne reste rien. Pas de patrimoine, pas d'immeuble haussmannien, pas de coffre-fort en Suisse. Juste le silence d'une maison modeste et des souvenirs qui valent des milliards. C'est l'histoire paradoxale, bouleversante et tragiquement belle de Guy Marchand. L'homme qui a fait rire et chanter la France entière avec destinée cachait une mélancolie profonde et une philosophie de vie radicale, presque suicidaire aux yeux d'un banquier, mais héroïque aux yeux d'un poète. Il était le playboy de Belleville, le flic désabusé, le jazzman incompris. Mais derrière le sourire en coin, le cigare et l'allure désinvolte, il y avait un homme qui fuyait la mort depuis ses 10 ans et qui avait décidé, très tôt, que la sécurité était l'ennemi mortel de la vraie vie. Aujourd'hui, nous n'allons pas simplement retracer une carrière cinématographique. Nous allons explorer l'âme d'un homme qui a choisi de tout consumeur, jusqu'à la dernière miette, pour ne rien laisser à la mort, si ce n'est une enveloppe charnelle épuisée. Pourquoi cet immense acteur a-t-il fini ruiné? Quel secret, quelle blessure ancienne cachait-il derrière son allure de dandy intouchable? La réponse va bien au-delà des simples colonnes de chiffres. C'est une leçon de vie, brutale et magnifique, sur la peur du vide et la fureur de vivre. Mais avant de plonger dans les ruelles de son enfance et les coulisses de sa gloire, je voudrais vous poser une question, une vraie. Jusqu'où pour vous sentir vivant? Seriez-vous prêt à sacrifier votre confort de demain pour l'ivresse d'aujourd'hui? Si cette question résonne en vous, ou si vous avez simplement du respect pour ceux qui vivent sans compromis, prenez une seconde, juste une petite seconde, pour cliquer sur le pouce j'aime. C'est un geste simple pour vous, gratuit, mais pour nous, c'est le carburant qui nous permet de continuer à raconter ces destins hors du commun. Merci à ceux qui le feront, vous êtes l'âme de cette chaîne. Tout commence loin des paillettes, loin des tapis rouges de Cannes, dans le 19e arrondissement de Paris, à Belleville. Nous sommes dans les années 30. Oubliez le Belleville bobo et branché d'aujourd'hui. À l'époque, c'est un quartier populaire, dur, vibrant, un village dans la ville. C'est le Paris d'Édith Piaf, le Paris de la débrouille. Guy naît le 22 mai 1937. Son père est un homme du peuple, ferrailleur et garagiste occasionnel. Le petit Guy grandit dans une atmosphère olfactive bien particulière, celle de la graisse de moteur, de la ferraille tordue, de l'huile de vidange et de la sueur des ouvriers. Il n'y a pas de luxe chez les marchands, l'argent est rare, compté sou par sou. Mais il y a de la vie, du bruit, de la musique déjà. La clarinette, cet instrument qui deviendra plus tard son prolongement, entre dans sa vie presque par accident, un troc de son père contre une réparation de voiture. C'est un monde où l'on apprend la valeur des choses, mais aussi leur fragilité. Cependant, le destin va frapper très tôt, une première fois, pour lui rappeler que tout est éphémère, que le corps est une mécanique qui peut casser sans préavis. À l'âge de 10 ans, le petit Guy s'effondre. Il tousse, il maigrit, il s'éteint. Le diagnostic tombe, froid et terrifiant pour l'époque, tuberculose. C'est le mal du siècle, une maladie romantique dans les livres mais horrible dans la réalité, qui emporte les enfants et les poètes, qui vous ronge les poumons. On l'arrache à sa famille. On l'envoie loin de Paris, loin du bruit rassurant de Belleville, en préventorium, puis à la campagne, dans la Sarthe, pour respirer le grand air. Imaginez ce petit garçon de 10 ans, seul. Isolé dans le silence de la campagne, luttant pour chaque respiration, fixant le plafond blanc de sa chambre. Pendant des mois, il côtoie la peur de mourir. Il voit d'autres enfants partir et ne pas revenir. La mort n'est plus un concept abstrait, c'est une voisine de chambre. C'est dans ce lit, face à la solitude, que se forge la psychologie future de Guy Marchand. Il se fait une promesse silencieuse, un serment inviolable que font ceux qui ont vu la fin de trop près. S'il s'en sort, s'il survit à ça, il ne s'en ira jamais. Plus jamais. Il ne thésaurisera jamais, ni son argent, ni ses sentiments. Il dévorera la vie avant qu'elle ne le dévore.
Cette urgence de vivre, cette incapacité à rester en place, vient de là. De cette chambre de malade où le temps s'était arrêté. C'est aussi durant cette longue convalescence qu'il découvre deux alliés qui ne le quitteront jamais. Les livres, qui lui permettent de voyager immobile, et surtout les chevaux. Un fermier local, voyant ce gamin chétif, le hisse sur un cheval de trait. Pour cet enfant aux poumons fragiles, c'est une révélation physique, quasi mystique. Soudain, il a 4 jambes puissantes sous lui. Il a de la force. Il a de la vitesse. Il n'est plus le petit malade, il est un centaure. Cette passion pour l'équitation, qui lui coûtera plus tard des fortunes colossales et participera à sa ruine, naît ici, comme une revanche sur la maladie, comme une prothèse de puissance pour un corps qu'il avait trahi. De retour à Paris, guéri mais transformé, Guy est un adolescent qui a le diable au corps. Le lycée Voltaire l'ennuie profondément. Les murs de la classe sont trop étroits pour son appétit. Il est turbulent, bagarreur, charmeur. Mais surtout, il découvre le jazz. La clarinette devient son passeport pour la nuit. Nous sommes dans le Paris de l'après-guerre, le Paris mythique de Saint-Germain-des-Prés, des caves enfumées où l'existentialisme côtoie le bebop. Guy s'y engouffre corps et âme. La nuit, il joue. Il imite les grands noirs américains. Il se rêve en Sidney Bechet blanc. Il comprend très vite que la musique est un langage universel qui séduit les femmes et apaise les démons. Il développe ce style zazou, cette élégance un peu voyou, cravate dénouée et regard qui frise, qui deviendra sa marque de fabrique. Il brûle ses nuits, dort peu, persuadé que dormir, c'est mourir un peu. Mais l'histoire, la grande, le rattrape. L'Algérie. La guerre. Beaucoup de jeunes de sa génération cherchent à l'éviter, à se faire réformer, à trouver une planque. Guy Marchand, lui, ne cherche pas à se cacher. Fidèle à son besoin d'intensité, il choisit le plus dur, le plus dangereux, le plus physique, les parachutistes. Le voilà béret rouge. Il devient officier de liaison au sein de la Légion étrangère, ce corps d'élite composé d'hommes qui ont tous un passé à oublier. Il saute d'avion en plein vol, une 60aine de fois au cours de sa vie. Il dira plus tard, avec cette lucidité désarmante, que le parachutisme était la seule chose qui calmait ses angoisses existentielles. Se jeter dans le vide, c'était contrôler sa peur. Sentir le vent glacé, voir le sol se rapprocher à toute vitesse, c'était se sentir vivant à l'état pur. En Algérie, il voit l'horreur, la camaraderie virile, la violence brute, la complexité de l'âme humaine. Il en revient avec une gueule, une assurance physique indéniable, et ce regard de ceux qui ont vu des choses qu'ils ne raconteront pas au dîner de Noël. C'est un homme marqué, un homme qui sait que la vie ne tient qu'à un fil de soie, à un parachute qui s'ouvre, ou pas. C'est d'ailleurs cette expertise militaire, acquise dans la poussière et le danger, qui lui ouvre, par le plus grand des hasards, les portes dorées du cinéma. Au début des années 60, une superproduction américaine se tourne en France, Le jour le plus long. Ils ont besoin de conseillers techniques pour les scènes de parachutage. Guy est là. Il a le profil, il a la technique, et il a ce charisme naturel qui attire la lumière sans faire d'effort. Il met un pied sur le plateau, au milieu des stars hollywoodiennes, et il ne le quittera plus. Il observe, il apprend, il absorbe. Il se dit, pourquoi pas moi? C'est un métier de saltimbanque, de mercenaire, un métier où rien n'est sûr, où l'on joue à être quelqu'un d'autre. C'est exactement ce qu'il lui faut, une vie de jeu pour oublier la réalité. Pourtant, la gloire ne lui tombe pas dessus immédiatement. Guy Marchand est un artiste complexe, tiraillé entre ses aspirations profondes et la réalité du marché. Il se veut musicien de jazz, puriste, amoureux des harmonies complexes, mais c'est la variété populaire qui lui tend les bras. En 1965, il sort La Passionata. À tube. Un succès d'été immense. Mais pour lui, c'est presque un malentendu douloureux. Il joue le latin lover ironique, le séducteur de pacotille, avec recul et humour. Mais le public le prend au premier degré. Cette dualité va le poursuivre toute sa vie, il veut être un artiste sérieux comme Chet Baker, le public veut qu'il soit le rigolo de service qui chante l'amour. Il souffre de ce décalage, se sentant parfois comme un imposteur dans son propre succès, un clown triste qui fait rire la galerie. Et parlons-en, de cette dualité, avec l'épisode le plus emblématique, le plus célèbre et le plus ironique de sa carrière musicale, Destinée. Vous connaissez tous cette chanson? Elle est indissociable des films Les Sous-doués en vacances et surtout, de la scène mythique, gravée dans l'ADN culturel français, du slow baveux entre Christian Clavier et Thierry Lhermitte dans Le Père Noël est une ordure. Mais connaissez-vous la véritable histoire, teintée d'amertume et de cynisme, derrière ce succès planétaire? Au départ, Guy Marchand écrit cette chanson comme une blague, un pastiche. Avec le compositeur Vladimir Cosma, il veut faire une parodie des chansons de charme à l'américaine, un peu mielleuse, un peu trop sucrée. Il compose une mélodie qu'il imagine lente, sombre, presque un tango dramatique.
Mais le cinéma a d'autres exigences. Cosma et le réalisateur Claude Zidi accélèrent le tempo, ajoutent des synthétiseurs kitsch, en font une soupe populaire taillée pour les campings et les fêtes de village. Guy est horrifié. Il déteste le résultat. Il trouve ça vulgaire. Il a honte. Mais le film sort, et c'est un raz-de-marée. Destinée devient culte. Elle passe dans tous les mariages, tous les bals populaires. Imaginez l'ironie cruelle de la situation. Cet homme qui vénère le jazz complexe, qui connaît par cœur les harmonies de Piazzolla, devient célèbre, adoubé par la foule, pour une chanson qu'il considère comme une connerie monumentale. Pire, cette chanson le rend riche. Les royalties pleuvent. Mais Guy, fidèle à sa promesse d'enfant, ne place pas cet argent. Il ne l'investit pas. Il le dépense avec une sorte de rage. Il achète des voitures de collection américaines ou des Cadillac, des Chevrolet, parce qu'elles sont belles, parce qu'elles brillent, parce qu'elles consomment trop. Il vit une revanche sociale permanente, transformant l'argent qu'il méprise en objet qu'il adore. Avant de continuer sur son ascension cinématographique et sa rencontre avec les géants comme Lino Ventura, je voudrais faire une petite pause. Si vous aimez découvrir les faces cachées, les failles et les triomphes secrets de nos idoles, sachez que votre soutien est vital. Un simple abonnement à la chaîne, un petit clic sur la cloche, c'est la garantie de ne pas rater nos prochaines épopées. On prépare des portraits fascinants, et on aimerait vraiment que vous soyez là pour les découvrir. Alors, si le cœur vous en dit, rejoignez la famille maintenant. Revenons au cinéma. Guy Marchand n'est pas qu'un chanteur de charme parodique. Il a une présence animale à l'écran, quelque chose d'inquiétant et de séduisant à la fois. Les réalisateurs commencent à voir en lui autre chose qu'un simple second rôle comique. Il a cette capacité rare d'être à la fois détestable et touchant, lâche et magnifique, minable et grandiose. Le tournant majeur, celui qui va lui donner ses lettres de noblesse et faire taire les critiques, arrive avec Garde à vue en 1981, un chef-d'œuvre de Claude Miller. Il se retrouve enfermé dans un huis clos face à Lino Ventura et Michel Serrault. Deux monstres sacrés, deux montagnes du cinéma. Guy incarne l'inspecteur Belmont. Un flic un peu beauf, un peu violent, fatigué, qui perd ses nerfs face au suspect. Face à la stature de marbre de Ventura, Marchand apporte une nervosité, une humanité faillible. Il y a cette scène, terrible, où il frappe le suspect. On lit dans ses yeux la fatigue, la frustration, la bêtise aussi, mais une bêtise humaine, compréhensible. C'est magistral. Il ne joue pas le flic de cinéma, il joue le flic fatigué de fin de service, celui qui a mal aux pieds et qui veut rentrer chez lui. La profession ne s'y trompe pas, il reçoit le César du meilleur acteur dans un second rôle. Ce prix aurait dû le rassurer, l'installer dans le confort, lui prouver qu'il était un vrai acteur. Mais Guy Marchand est un touriste, comme il aime se définir par protection. Il ne prend rien au sérieux, surtout pas lui-même. Il a trop peur qu'on découvre qu'il n'est qu'un gamin de Belleville déguisé en star. Il garde ses distances avec le milieu, préférant ses chevaux au cocktail mondain. Il enchaîne avec Coup de torchon de Bertrand Tavernier. Là encore, il est sublime en mari trompé, mesquin, qui se croit malin. Il joue les losers avec une classe folle. Il prouve qu'on peut briller en incarnant la médiocrité humaine, en lui donnant une épaisseur tragique. Il devient l'indispensable du cinéma français, l'épice qui donne de la saveur à n'importe quel film. Mais c'est la télévision qui va lui offrir son rôle le plus emblématique, celui qui va coller à sa peau comme une seconde nature, et qui va paradoxalement précipiter sa ruine financière par l'abondance soudaine qu'il va générer, Nestor Burma. Au début des années 90, la télévision française cherche son nouveau héros. Guy Marchand enfile le chapeau, le trench coat, et attrape le saxophone du détective privé créé par Léo Mallet. C'est une fusion parfaite, presque troublante, entre l'acteur et le personnage. Burma est cynique, dragueur, un peu anard de droite, amateur de jazz et de belles femmes, détestant l'autorité mais ayant un grand cœur. C'est Guy. Ou Guy et Burma. On ne sait plus où finit l'homme et où commence le rôle. Il dira lui-même, Nestor Burma, c'est moi, le courage en plus. La série est un triomphe absolu. Elle va durer plus de 10 ans, entrant dans le salon des Français soir après soir. C'est l'époque de l'abondance. Les cachets sont colossaux. Pour chaque épisode, Guy touche des sommes astronomiques qui feraient tourner la tête de n'importe qui. Il est au sommet. Il a la gloire, l'argent, la reconnaissance populaire. Il pourrait investir dans l'immobilier, acheter des immeubles entiers à Paris, assurer l'avenir de sa lignée sur 3 générations. N'importe quel gestionnaire sensé lui aurait conseillé de placer cet argent, de prévoir l'hiver. Que fait-il? Il flambe. Littéralement. Il brûle la chandelle par les deux bouts, et il met le feu au milieu pour que ça aille plus vite. Il s'installe dans le sud de la France, dans le Luberon, puis les Alpilles, des régions où le mètre carré vaut de l'or. Il achète des masses provençaux immenses qu'il rénove à grands frais, voulant créer le décor parfait pour sa vie de roman. Mais surtout, il plonge corps et âme dans sa passion dévorante,
celle qui remonte à son enfance maladive, le polo. Savez-vous combien coûte l'entretien d'une écurie de chevaux de polo? C'est un gouffre sans fond. C'est le sport des rois et des milliardaires argentins. Guy, lui, est le fils du ferrailleur de Belleville, mais il veut jouer avec les rois. Il veut prouver qu'il est de leur monde. Il achète des chevaux de prix, paie des vétérinaires, des palefreniers, des transports internationaux, des équipements de cuir fin. Il crée son propre club, l'El Guccio Polo Club. Il aime l'élégance du geste. Il aime arriver au volant d'une Jaguar Type ou d'une Facel Vega, garer sa voiture de collection devant ses écuries, monter un pur sang nerveux et frapper la balle sous le soleil de Provence. Il vit un rêve aristocratique avec l'appétit du gamin qui a peur de manquer. Il dépense sans compter, persuadé que la source ne tarira jamais. Il est généreux, aussi. Il invite, il régale, il ne regarde jamais la note. Côté cœur, sa vie est tout aussi intense, tout aussi coûteuse émotionnellement. Il se marie avec Béatrice Châtelier, l'ex-femme d'Eddie Barclay, une femme sublime, habituée au grand monde. Ensemble, ils forment un couple éblouissant, de ceux qui font tourner les têtes. Ils ont 2 enfants, Jules et Ludivine. Guy est un père aimant, tactile, mais un père artiste, imprévisible. Il veut tout donner à sa famille, le meilleur, le plus beau, tout de suite. Il ne pense pas à demain. Pour lui, demain est une hypothèse floue. Seul aujourd'hui est une certitude tangible. Il disait souvent dans les interviews, avec ce sourire désarmant et une lucidité effrayante, « Je suis à découvert, mais c'est pas grave, je vais refaire un film. » Il voyait son talent comme une source inépuisable, un robinet qu'il suffisait d'ouvrir pour remplir à nouveau la baignoire percée de ses finances. Il vivait dans le déni magnifique de ceux qui croient que la chance est un droit acquis. Mais le temps, mes amis, le temps est un ennemi sournois, même pour les séducteurs, même pour les stars. Les années 2000 passent. La série Nestor Burma s'arrête. Le téléphone sonne un peu moins souvent. Le cinéma change, les nouvelles générations arrivent, les codes évoluent, et les rôles de vieux beaux se font plus rares. Guy vieillit. Son corps, qu'il a tant sollicité par le parachutisme, le cheval, les excès, commence à protester. Le souffle court, les articulations qui grincent. Et puis, il y a la solitude affective. Guy Marchand est un homme qui a besoin d'aimer et d'être aimé, passionnément. Il rencontre Adelina, une femme d'origine russe, beaucoup plus jeune que lui, de 40 ans sa cadette. Il en tombe fou amoureux. Il vit cette passion avec la fougue d'un adolescent, bravant les regards, les jugements. Il veut lui offrir le monde. Mais l'écart d'âge, la différence de rythme de vie, finissent par creuser un fossé infranchissable. Lorsqu'elle part, c'est un effondrement. Guy se retrouve seul dans sa grande maison, avec ses souvenirs, ses chevaux qui coûtent trop cher et ses factures qui s'accumulent comme des feuilles mortes. C'est là que la tragédie financière se noue, lentement mais sûrement. Les rentrées d'argent diminuent drastiquement, mais le train de vie, lui, a du mal à ralentir. C'est une inertie terrible. On ne vend pas ses chevaux du jour au lendemain, ce sont des êtres vivants qu'on aime, des compagnons. On ne quitte pas sa maison sans déchirement. Il doit se séparer de sa grande propriété. Il voit son empire de souvenirs se déliter pierre par pierre. Sa banque l'appelle, non plus pour lui proposer des placements, mais pour le rappeler à l'ordre. Il s'installe alors dans une maison plus modeste à Moléget, puis finit par vivre en partie grâce à la présence bienveillante de son fils, Jules. Cette relation père-fils devient le pilier de ces dernières années. Jules n'est pas seulement son fils, il devient son gardien, son confident, celui qui l'ancre dans la réalité. C'est lui qui gère le quotidien, qui veille sur cet homme qui a été un géant et qui devient, petit à petit, un enfant fragile. Dans son livre Testament, Le Guignol des Buttes-Chaumont, Guy écrit avec une lucidité déchirante sur sa propre déchéance physique et financière. Il ne se plaint pas. Il constate. Il dit « J'ai tout cramé ». Il n'y a pas de regret dans ses mots, juste le constat d'une vie qui a été consommée jusqu'à l'os. Il avoue publiquement « Je suis fauché. Je n'ai plus un rond. Mais j'ai vécu ». Imaginez la scène, cet homme qui a incarné l'élégance française, assis dans un fauteuil, regardant ses mains tachetées par l'âge, sachant qu'il ne laissera aucun héritage matériel à ses enfants. Pour beaucoup, ce serait une source de honte immense, un échec cuisant. Pour Guy, c'est presque une fierté pâque. Il a refusé de participer au système d'accumulation bourgeois. Il a été une cigale jusqu'au bout de l'hiver. Il a préféré les souvenirs aux actions en bourse. Pourtant, la fin est difficile. L'année 2022 et 2023 sont marquées par la maladie. Il s'affaiblit. Il a du mal à respirer. Lui, le parachutiste, le cavalier, est cloué au sol, dépendant de l'oxygène. Mais il a un dernier sursaut d'artiste, un dernier bras d'honneur à la mort. Il tourne un dernier téléfilm, la dernière partie. Le titre est cruellement prémonitoire. Il y joue son propre rôle, ou presque, un père en fin de vie qui réunit sa famille. C'est une mise en abîme vertigineuse.
Il joue sa mort avant de la vivre. Sur le plateau, il est épuisé, on doit aménager ses horaires, il dort entre les prises. Mais dès que le moteur tourne, l'œil s'allume, la voix retrouve ses graves, la magie opère une dernière fois. Il offre sa propre fin aux caméras, comme un dernier cadeau à son public. Il s'éteint le 15 décembre 2023, à l'hôpital de Cavaillon, entouré de ses enfants. Il a 86 ans. 10 jours avant Noël. Au moment de sa mort, les hommages pleuvent. La France pleure son tonton flingueur, son crooner, son Nestor. On repasse en boucle les extraits de Garde à vue, on réécoute Destinée avec une nostalgie tendre. Mais derrière les nécrologies officielles, la réalité comptable est froide, brutale, Guy Marchand part sans un sou. Les comptes sont vides. Il n'y a pas de trésor caché, pas d'assurance vie juteuse. Il a tenu sa promesse d'enfant, il n'a rien gardé. Ses enfants, Jules et Ludivine, héritent de quelque chose de bien plus complexe et de plus lourd que de l'argent. Ils n'ont pas de château à se partager, pas de guerre d'héritage à mener. Ils héritent d'une histoire, d'un panache, d'un nom chargé de gloire et de fantaisie. Ils héritent de l'amour d'un père qui a préféré leur offrir des moments grandioses, des voyages, des rires, plutôt que des livrets d'épargne. Est-ce de l'irresponsabilité? Peut-être, aux yeux du comptable. Est-ce de l'amour? Sûrement, aux yeux du poète. Jules dira plus tard qu'ils ont vécu des moments d'une simplicité biblique à la fin, regardant des westerns ensemble, père et fils, dépouillés de tout artifice. Guy Marchand nous laisse face à nos propres contradictions. Dans une société obsédée par la sécurité, l'épargne, la prévoyance, la retraite, il a fait le choix radical de l'instant présent. Il a choisi d'être le héros de son propre film, quitte à ce que le générique de fin défile sur un écran noir. Il nous rappelle que nous ne sommes que de passage, des touristes sur cette terre, et que la seule chose que nous emportons vraiment, c'est l'intensité de nos émotions, la chaleur des étreintes et la lumière des projecteurs. Il disait, la mort, c'est comme une femme qui vous quitte. On ne s'y attend jamais, même quand on sait que c'est fini. Il l'a attendu, il l'a regardé en face, sans baisser les yeux, avec ce demi-sourire ironique qui disait, tu peux me prendre, j'ai déjà tout pris. Tu ne trouveras rien dans mes poches, j'ai tout donné. Alors, que retiendrons-nous de Guy Marchand? Le flic violent de Garde à vue? Le détective charmeur? Le chanteur de Destinée? Ou bien cet homme libre, follement libre, qui a préféré la ruine à l'ennui? Peut-être que la vraie richesse de Guy Marchand, c'était justement de n'avoir rien à perdre à la fin, parce qu'il avait tout donné en chemin. Il a transformé son existence en un grand solo de jazz, improvisé, risqué, parfois dissonant, mais vibrant d'une liberté absolue jusqu'à la dernière note. Merci infiniment, du fond du cœur, de nous avoir rejoints pour ce long voyage dans la vie de cet homme complexe et attachant. J'espère que ce portrait vous a permis de découvrir l'humain derrière la star, l'homme fragile derrière le masque du dandy. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir sur votre propre rapport à la vie, à l'argent et au temps qui passe, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. C'est le meilleur moyen de ne pas manquer nos prochains portraits. Nous avons encore tant de destins incroyables à explorer ensemble, tant de vies cachées à révéler. Nous serions honorés de vous compter parmi nous, dans cette communauté qui aime les histoires vraies. Laissez-nous un commentaire. Quel est votre souvenir préféré de Guy Marchand? Est-ce un film, une chanson, une réplique? Nous lisons et répondons à tous vos messages avec grand plaisir, car c'est cet échange qui rend notre travail passionnant. Et surtout, s'il vous plaît, avant de partir, n'oubliez pas de nous laisser un j'aime, c'est un petit clic pour vous, mais un immense soutien pour nous. Prenez soin de vous, vivez intensément, profitez de chaque instant, embrassez vos proches, et à très bientôt pour une nouvelle histoire. Au revoir.